Donc, pour ceux qui ici ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, voilà, veuillez prendre le temps, peut-être quelques minutes pour vous abonner. Je pense que l'un de mes collègues pourra mettre le lien de notre chaîne YouTube. Mais si vous tapez simplement RMDC Lab, RMDC Lab, vous pourrez voir notre chaîne YouTube sur YouTube et vous pourrez vous abonner. Voilà. Comme ça, une fois que la vidéo est postée, vous saurez automatiquement. OK, sans plus tarder. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, voilà. Bon, OK, je vais changer ce que je viens de dire. Si vous avez des questions, on va prendre des questions à la fin. Voilà, au risque de ne pas poser des questions dont les réponses viendront éventuellement. OK, donc l'analyse des données pour la prise de décision. Nous allons commencer brièvement par certains contextes et motivations. Contexte et motivation de l'utilisation des données dans la prise de décision. OK, un instant, je ne retrouve pas mon slide. OK, ça va. OK, donc pourquoi aujourd'hui on parle de l'analyse des données pour la prise de décision? Quel est le contexte ou la motivation? Pourquoi peut-être un griffe amalgame concernant l'analyse des données pour la prise de décision? Donc, il faut savoir que de plus en plus, l'accent est mis sur la responsabilisation et la pratique fondée sur les données probantes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit dans un monde où voilà, il y a tellement de données. Voilà, il y a tellement de données et de plus en plus, l'accent est mis en fait sur vraiment cette pratique qui est plus fondée sur les données. Aujourd'hui, par exemple, vous allez chez un docteur, si vous avez un enfant, par exemple, le docteur peut dire, bon, de façon moyenne, un enfant qui a 2 ans, voici sa taille, n'est-ce pas? Et donc, vu que votre enfant, par exemple, a une taille peut-être trop, sa taille est trop petite comparée à l'âge qu'il a, on s'est dit, bon, est-ce que cet enfant peut-être va grandir normalement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas certaines carences en alimentation? Donc, tout, en fait, il y a il y a cette poussée-là, en fait, de la pratique qui est fondée ou qui est basée sur des données probantes. À côté de ça aussi, il y a aussi la nécessité de justifier des décisions qui affectent, voilà, qui affectent des ressources et des financements. Par exemple, si aujourd'hui, bon, supposons que dans votre institution, si vous êtes étudiant, par exemple, dans une université, on se dit, bon, voici des fonds qui ont été remis pour la construction des laboratoires, par exemple. Des laboratoires, on pourra faire des travaux pratiques, n'est-ce pas? Et après, il faut maintenant justifier, en fait. Il y a une nécessité de justifier, en fait, comment est-ce que les ressources ont été réparties, en fait, en fonction du financement. N'est-ce pas? Il y a aussi l'accès accru à de grands volumes de données. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on parle de big data, n'est-ce pas? Si on prend un individu lambda, on voit qu'il y a assez de données, en fait. Et nous avons assez de données, par exemple, les habits qu'on porte, par exemple, représentent une source de données. Les chemins qu'on emprunte, par exemple, à pied, on peut, comme on dit, il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Rome, mais on décide de prendre peut-être certains chemins par rapport à d'autres. Donc, les données sont excessifs, en fait. Voilà, il y a un accès accru à de grands volumes de données. Et aussi, on parle du train en marche de la science des données, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on entend les thèmes tels que data scientist, tous ces genres de thèmes, en fait, data analyst. Donc, on voit qu'il y a ce train en marche, voilà, pour la science des données. Donc, ici, c'est un peu un contexte, en fait, des justifications, des motivations. Pourquoi est-ce que c'est important pour un individu lambda, n'est-ce pas? Si vous êtes étudiant, si vous êtes même en entreprise, par exemple, pourquoi c'est important d'embrasser ce concept d'analyse de données qui est basé, voilà, des prises de décision qui est basé sur l'analyse des données. Voilà, donc ici, déjà, on va présenter un peu de façon générale. Bon, j'appelle ça la pyramide Dick, n'est-ce pas? Bon, certains pourront donner différents noms, mais l'idée sera claire quand je vais présenter. Donc, on a cette pyramide. Donc, au bas de la pyramide, on a les données. Et c'est quoi une donnée, en fait? C'est une mesure prise dans le monde. Voilà, comme on a dit, ça peut être sous forme brute ou bien c'est sous forme brute et non transformée. Donc, c'est une donnée en fait. Par exemple, l'heure à laquelle quelqu'un se réveille chaque matin, l'heure à laquelle vous vous êtes connecté à cette réunion en fait, ce sont des données. Certaines personnes sont connectées 5 minutes à l'avance, d'autres personnes sont connectées 10 minutes après, etc. N'est-ce pas? Donc, ce sont des données. Ensuite, quand on monte un peu la pyramide, on voit l'information. Donc, les données qui ont été traitées en fait, organisées et classées pour créer un sens, ça devient une information. Donc, par exemple, quand on voit l'heure à laquelle chacun s'est connecté, en fait, c'est juste des données, en fait, n'est-ce pas? Maintenant, on peut voir, en fait, l'heure à laquelle une personne lambda se connecte à ces réunions. Est-ce que la personne a une tendance de venir en retard ou est-ce que la personne est toujours à l'avance, n'est-ce pas? Donc, cela va nous donner de l'information sur la personne. On peut dire, bon, telle personne X, en fait, c'est sa tendance de venir 5 minutes en retard chaque fois. Une personne Y, c'est sa tendance d'être toujours à l'heure, n'est-ce pas? Donc, on a pris ces données et on a essayé de
convertir ça, de traiter et d'organiser, de classer, en telle enseigne qu'on peut avoir une information. Donc, c'est le deuxième niveau de la pyramide. Ensuite, on remonte un peu, désolé, on monte et on arrive à la connaissance. Donc, il faut maintenant traduire l'information en connaissance. Donc, ce sont les renseignements qui ont été interprétés et compris. Voyez ce qu'on dit ici, interprété, compris. Voilà, je pense que interpréter seulement n'est pas assez, mais est-ce que ce sera compris en fait? Après, on va rentrer un peu dans qui doit comprendre. Voilà, donc ce sont des renseignements qui ont été interprétés, compris, et cela nous aide à identifier des modèles, n'est-ce pas? Une fois qu'on a compris ces informations-là, on peut identifier des modèles, en fait. Et, et de façon ultime, en fait, on veut aboutir généralement à la sagesse, n'est-ce pas? Donc, c'est agir sur la base des connaissances de manière appropriée. Voilà, la connaissance est là, mais on doit être en mesure d'agir de manière appropriée, orientée vers l'avenir, et ça nous aide à comprendre pourquoi nous voyons les modèles, en fait. Donc, on arrive à la sagesse. Et en d'autres termes, quand on parle de analyse des données pour la prise de décision, c'est un peu à quoi on fait allusion. C'est-à-dire, on prend les données brutes, n'est-ce pas, qu'on essaie de convertir en des informations qui ensuite deviennent des connaissances et qui aboutissent à une sagesse. Et c'est la décision qu'on prend sur la base des données. Ça veut dire en entreprise, en fait, lorsque on a une entrée, par exemple, de 1 million de francs CFA, on ne donne pas cette entrée forcément à un tel département parce qu'on a, on a un frère ou une soeur dans ce département, mais parce qu'on sait qu'en en renforçant les capacités financières de ce département, cela pourra générer encore d'autres entrées, n'est-ce pas? Donc, on agit en fait sur la base de connaissances de manière appropriée. Voilà, donc c'est un peu l'idée en fait. Donc, lorsqu'on parle d'analyse des données pour la prise de décision, on veut aboutir à ça en fait. C'est-à-dire non seulement avoir des données qu'on a transformées en informations, n'est-ce pas, qu'on a traitées, qui sont arrivées à une étape de connaissance, qui ont été interprétées, comprises. Non, mais on veut aller plus loin en fait. On parle de l'action. Je pense qu'on va arriver tout à l'heure, mais il y a la différence entre une recherche, par exemple, ou une thèse que vous faites, par exemple, et une analyse de décision une analyse de données pour la prise de décision. La thèse, forcément, il n'y a pas impératif d'action, en fait. Il peut y avoir de l'action. Quand on prend un article qu'on a publié, il peut y avoir de l'action, mais l'accent n'est pas mis sur l'action qui découle de l'article, en fait. On peut avoir des articles publiés qui ont été cités, mais qui n'ont pas une action concrète qui est attachée à ces articles, n'est-ce pas? Mais ici, quand on parle d'analyse des données pour la prise de décision, il y a le volet action, en fait. On agit sur la base des connaissances qui ont été découvertes, en fait, à partir des données qui étaient brutes initialement. Voilà, quelqu'un disait comme ça, voilà, une certaine biostatisticienne de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait que la raison pour laquelle l'on crée des modèles est de nous aider à prendre des décisions. Mais vous ne devez pas, vous devez réellement agir sur ces projections et réponses. Sinon, les modèles sont inutiles, n'est-ce pas? Donc, ici, quand on parle dans les décisions pour la prise de données, c'est d'arriver à un point où, voilà, non seulement on fait de la recherche, on arrive à publier, à avoir assez d'articles, mais non seulement il y a ce volume, mais ici, par exemple, on se dit, bon, on a abouti à des informations, n'est-ce pas, qui ont cédé à des connaissances, mais il y a un impératif de l'action, en fait. Et sans ça, les modèles sont inutiles, en fait. Donc, ici, une distinction déjà que je veux que vous fassiez, c'est que en train de parler d'analyse des données pour la prise de décision. Donc, l'accent ici sera mis plus sur les décisions en fait qui viennent de ces analyses-là. Donc, si vous êtes peut-être en thèse que vous dites, bon, vous êtes venu ici peut-être pour avoir des astuces sur votre thèse, par exemple, vous pourrez toujours bénéficier de ce workshop, mais vous devez aussi, mais c'est ce que vous retenez ici, c'est que cela doit vous aider en fait. L'information de ce webinaire peut vous aider en fait à vous positionner quand vous devenez professeur plus tard ou en entreprise afin de pouvoir, n'est-ce pas, produire de certaines connaissances en fait qui pourront être applicables en fait, sur laquelle certaines actions pourraient être basées. Donc, la raison pour laquelle vous créez des modèles est de vous aider à prendre des décisions. Mais vous devez réellement agir sur ces projections et réponses. Sinon, les modèles sont inutiles. Donc, ici, voilà, il y a différentes formes d'investigation, n'est-ce pas? On sait qu'il y a la recherche. La recherche, c'est une investigation systématique d'un problème, n'est-ce pas? Plus ou moins, chacun, si vous êtes en thèse ou vous êtes chercheur, etc., vous avez à un moment donné pris part dans une recherche. L'investigation systématique d'un problème, d'une préoccupation, d'une question, souvent à l'aide de la méthode scientifique qui contribue à des connaissances généralisables. Donc ici, le but de la recherche, c'est d'arriver à des connaissances généralisables. Donc on s'arrête juste aux connaissances. Si vous vous rappelez de la pyramide, en fait, après la connaissance, pour l'analyse des données pour la prise de décision, on va au niveau de la sagesse.
Une autre forme d'investigation, c'est l'évaluation. C'est une méthode systématique de collecte, d'analyse et d'utilisation de l'information pour répondre aux questions sur les projets, les politiques ou les programmes, n'est-ce pas? Souvent, il y a des programmes qui sont mis en place. On prend le programme paritaire de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un programme qui est mis en place, mais on peut mener une étude systématique. On va collecter les informations pour voir est-ce que ce programme de lutte contre le VIH en fait est effectif, n'est-ce pas? Donc, ce sera une évaluation dans ce cas-ci. Il y a les recherches d'action, recherche d'action. Par exemple, si on collecte et on examine des données qui sont utilisées en fait pour des renseignements sur les programmes éducatifs. Voilà, par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait une année où on s'est dit, bon, on va ramener tous les coefficients niveau 1, n'est-ce pas, au BEPC, par exemple. Donc, après, on peut faire une recherche d'action pour voir en fait, voilà, quel est l'impact que cela a, par exemple, sur les rendements et tout, toujours dans le contexte éducatif. Donc, ce sont des recherches d'actions. Ensuite, nous avons des pratiques fondées sur des données probantes. C'est une recherche systématique et évaluation critique des données probantes les plus pertinentes pour guider des praticiens, des cliniciens dans les stratégies et les pratiques. Par exemple, aujourd'hui, dans la médecine, par exemple, en médecine, généralement, ce sont des pratiques qui sont fondées sur des données probantes. Ici, j'ai pris l'occasion de lister ces différentes formes d'investigation pour montrer à quelle enseigne que ces méthodes diffèrent un peu de l'analyse des données pour la prise de décision. Donc, vous allez voir que ces quatre types d'investigation que j'ai notés ici diffèrent plus ou moins de l'analyse des données pour la prise de décision. On va parler un peu brièvement des endroits où ils peuvent différer. Donc, qu'entendons-nous par la prise de décision basée sur les données? OK, donc, comme on disait, il y a différentes formes d'investigation. Il y a la recherche, il y a l'évaluation. Il va passer en premier. Il y a la recherche-action, il y a la pratique fondée sur les données, et maintenant, il y a la prise de décision basée sur les données. C'est ce dont on veut parler ce soir, n'est-ce pas? Donc, on peut mettre les quatre dernières formes d'investigation dans un même groupe différents de la recherche. On peut voir qu'il y a plus de similitudes entre l'évaluation, la recherche d'action, la pratique fondée sur les données et la prise de décision basée sur les données comparée à la recherche. Comme on a dit, la recherche, on arrive à produire de la connaissance. Et si on arrive à produire de la connaissance, on fait un check mark, on a atteint notre objectif en fait. Mais quand il s'agit de l'évaluation, des recherches d'action, des pratiques fondées sur les données probantes et des prises de décision basées sur les données, on voit que là-bas, il y a un certain niveau d'action qui est exigé en fait après que la connaissance soit fournie. Donc, cette prise de décision basée sur les données dont on parle ou l'analyse des données pour la prise de décision diffère des autres formes d'investigation en ce qui concerne le sujet à traiter. Souvent, on va voir que dans le cas du sujet, en fait, il peut y avoir des différences. C'est-à-dire, l'analyse des données pour la prise de décision peut partir vraiment d'un problème dont une entreprise fait face ou un individu, etc. Et souvent, c'est le rôle, voilà, le rôle de ce qu'on veut faire, en fait, ou des différentes, voilà, le rôle de l'examen éclairé aussi peut différer en fait en ce qui concerne l'analyse des prises de décision et l'analyse des données pour la prise de décision et les autres formes d'investigation. Autre aussi, on peut voir en fait le rôle sinon la portée de l'intérêt, la généralisabilité. Par exemple, en recherche, quand on fait une recherche, on peut peut-être généraliser sur un grand contexte, n'est-ce pas? Mais l'analyse des données pour la prise de décision, souvent, est plus souvent spécifique à peut-être une entité donnée, en fait. La manière de concevoir les études, en fait, il y a une différence dans la manière de concevoir. Les types de données, en fait, il y a une différence. La méthode de collecte des données, l'audience et la structure. Par exemple, en recherche, quand on fait une recherche, par exemple, on se dit, bon, c'est une audience scientifique, n'est-ce pas? Mais quand on fait l'analyse des données pour la prise de décision, notre audience est non technique. Ce sont des personnes peut-être qui ne savent pas ce qu'une valeur P est en fait. Mais après, c'est d'être à mesure de communiquer ces réponses en telle sorte que l'audience qui ne sait même pas ce qu'est une valeur P puisse comprendre en fait et pouvoir agir voilà, de façon appropriée sur la base de la connaissance qui a été générée par les analyses. Voilà. Une chose qui est aussi importante à savoir, c'est que la prise de décision basée sur les données peut aussi inclure des preuves causales. Bien vrai qu'elle peut inclure des preuves causales, par exemple, mais le plus souvent, c'est de nature descriptive ou prédictive, en fait. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on verra le plus souvent dans plusieurs cas. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit.
Donc, question qu'on peut se poser ici, c'est où et dans quel type de contexte pourrions-nous voir la prise de décision basée sur les données se produire? C'est dans quel domaine en général? N'est-ce pas? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que ce qui a été dit jusqu'à présent nous donne un peu quelques indices. Mais voici encore d'autres exemples. On peut voir dans les écoles, par exemple, les universités, les collèges, les organismes de la santé, les entreprises, les organismes du sport, les organismes gouvernementaux, organismes de santé publique, etc., en fait, les hôpitaux. Donc, on voit que, on va voir là-bas que dans ces genres d'organismes-là, il y a plus il, il y a plus de décisions qui sont prises, en fait, sur la base des données, de l'analyse des données, en fait. Voilà, comparé à la recherche. Donc, comme on le disait tantôt, cette formation ici peut ou va vous aider énormément. Voilà, lorsque vous êtes, si même si vous êtes dans la recherche, par exemple, certaines personnes peuvent appeler auprès des ministères, par exemple, pour traiter des projets. Vous allez voir que dans ce cas de projet-là, ce seront l'outil dont vous aurez besoin, c'est l'analyse de décision pour l'analyse des données pour la prise de décision. Voilà. Et si vous êtes aussi en entreprise, vous allez voir que vos entreprises peuvent faire face à des challenges. Et vous devez faire recours à l'analyse des données pour la prise de décision pour pouvoir répondre à ces problèmes de façon spécifique. Une question qu'on peut se poser, c'est comment les données pourraient-elles être utilisées et à quelle fin pour résoudre quel type de problème et pour guider quel type de décision. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut utiliser les données? À quelle fin peut-on utiliser les données? Quels sont les problèmes qu'on peut résoudre avec les données? Et voilà, quel type de décisions peuvent être prises en fait, n'est-ce pas? Donc ici, on va avoir déjà quelques objectifs et types de décisions. Voilà, donc on peut ici être, voilà, on peut vouloir identifier des services, des installations, des programmes qui pourraient être utilisés par qui, où et quand. Donc, dans ce cas-là, ce sera des évaluations de besoins, n'est-ce pas? Si vous êtes dans une entreprise, on voit que, bon, on peut voir en fait, est-ce qu'il y a forcément besoin de, comment on appelle ça, d'un badge du personnel, n'est-ce pas? Et on se dit, bon, est-ce qu'il y a un besoin de ça? Donc, on peut mener une étude, en fait, d'analyse de décision pour l'analyse des données pour la prise de décision pour arriver à une conclusion, pour voir, en fait, si oui ou non, voilà, pour voir si oui ou non, en fait, on a besoin de ces badges-là. Donc, il y a l'évaluation des besoins. Ensuite, on peut souvent vouloir identifier là où il y a des inefficacités. Par exemple, on peut voir où les politiques, les procédures et les pratiques doivent être changées et comment est-ce qu'elles doivent changer. Donc, ce sont des types de décisions qu'on veut prendre peut-être plus tard. On veut voir sur quoi on va se baser en fait pour dire que voilà, les politiques présentes sont inefficaces, n'est-ce pas? Donc, ce sont des types d'objectifs aussi on peut traiter en fait dans l'analyse des données pour la prise de décision. Ensuite, on peut voir en fait, par exemple, supposons que vous remarquez dans vos entreprises, il y a une baisse des revenus, une baisse de la clientèle ou des étudiants, par des universités, où on voit que bon, les étudiants qui s'inscrivent diminuent d'année en année, par exemple. Où on voit qu'il y a l'abandon scolaire, il y a l'augmentation de la fréquence des accidents sur les routes, des blessures, des plaintes, des réadmissions des patients. Pas les patients vont à l'hôpital, mais peut-être on les traite pour le paludisme et 2 semaines plus tard, ils sont encore internés, en fait, n'est-ce pas? Ou des problèmes de santé générale. Donc, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre aussi avec l'analyse des données pour la prise de décision. Voilà, et c'est important. Et une chose également, on peut essayer de voir l'état des choses. Voilà, que faisons-nous? Par exemple, vous êtes une entreprise ou peut-être, voilà, peu importe une entreprise, et vous pouvez voir que faisons-nous et comment faisons-nous? Qui servons-nous? Où, quand? Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, l'analyse des données pour la prise de décision nous aide en fait à aboutir à des décisions de telle nature en fait. Et pour continuer avec les objectifs, en fait, voilà, un objectif aussi de l'analyse des décisions, l'analyse des données pour la prise de décision peut être l'allocation des ressources et des fonds de soutien, par exemple, l'éclairage, éclairer l'éclairage de l'élaboration et de la révision des politiques, par exemple, ou l'amélioration de la responsabilisation, peuvent la satisfaction aux exigences d'accréditation. Souvent, on veut peut-être, organisation universitaire veut arriver à une accréditation, n'est-ce pas? On va faire une analyse de données pour la prise de décision pour voir dans quelle mesure, en fait, par exemple, combien d'étudiants ou de docteurs ont été produits dans ce laboratoire et quel est l'impact, en fait, que ces docteurs qui sont sortis de ce laboratoire ont, en fait, sur la Côte d'Ivoire, par exemple, sur l'Afrique ou dans le monde entier. Et cela va dicter, en fait, le type d'accréditation que le laboratoire lui-même aura, n'est-ce pas? Donc, ce sont
des exemples d'objectifs qu'on peut atteindre avec l'analyse des données pour la prise de décision. Pour continuer aussi avec les objectifs, on peut essayer d'évaluer aussi l'efficacité institutionnelle, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tantôt aussi, peut-être en termes dans quelle est l'efficacité au niveau de peut-être différents départements, dans des institutions. On peut essayer de définir des segments de marché. Par exemple, on peut essayer de mener des études pour voir en fait quel est un segment du marché qui n'est pas bien servi en fait par les produits. Si on a une entreprise, n'est-ce pas, on peut voir aussi voilà, ou bien quel segment qui est trop servi en fait. C'est-à-dire, il y a trop d'offres, voilà, que de demandes, n'est-ce pas? On peut identifier ce genre de choses avec l'analyse de données pour la prise de décision. Ensuite, on peut faire des analyses de coût-avantage, n'est-ce pas? Étant donné le coût, en fait, voilà, d'un programme. Par exemple, si on peut prendre le cas supposons que, par exemple, il y a les vaccins du cancer existent, n'est-ce pas? Et on s'est dit, bon, le coût d'un vaccin de cancer est de 7 millions de francs CFA, n'est-ce pas? Bon, c'est coûteux, n'est-ce pas? Mais étant donné l'avantage que cela va produire chez le malade, est-ce que vraiment ça vaut le coup, n'est-ce pas? On peut faire des telles analyses, en fait, voilà, dans l'analyse des données pour la prise de décision. Et on peut voir également des évaluations, souvent des évaluations qui sont obligatoires. Par exemple, lorsqu'un programme existe, après 5 ans, par exemple, il faut faire un examen du programme pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Ensuite, on peut examiner les changements au fil du temps. Voilà, voilà, on peut faire des changements au fil du temps, en fait. Un programme qui existe, comment est-ce que cela affecte la population et tout. Donc, il y a ça. Donc, en gros, voilà, des exemples de questions auxquelles vous pourriez aider les parties prenantes à comprendre. Et si on parle de parties prenantes, déjà, il faut savoir que quand on parle d'analyse des données pour la prise de décision, c'est-à-dire, après les résultats, on dit on doit agir sur les résultats, n'est-ce pas? Donc, et ces résultats-là, ceux qui sont influencés par ces résultats sont les parties prenantes. Donc, ça peut être les chefs d'entreprise, etc. Donc, ces personnes-là sont les parties prenantes. Donc, de façon, grosso modo, des exemples de questions auxquelles vous pourrez aider les parties prenantes à répondre où en sommes-nous? Par exemple, on peut faire l'état des lieux. Atteignons-nous nos objectifs? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Donc, ce sont les questions auxquelles on peut répondre de façon pratique. Les clients sont-ils satisfaits? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Les changements sont-ils nécessaires? Dans l'affirmative, quel type de changement? Donc, ce sont des façons globales, en fait, ce sont des questions que l'on peut répondre avec l'analyse des données pour la prise de décision. Donc, vous allez voir ici que cela diffère un peu de la recherche dans la mesure où, comme je le disais tantôt, on n'a pas forcément besoin d'attendre une action après une recherche. Là. Lorsque votre thèse est publiée, par exemple, il n'y a pas forcément une action qu'on est. Il peut y avoir une action, mais ce n'est pas obligatoire. Mais dans l'analyse de données pour la prise de décision, c'est la décision, en fait, on a besoin de prendre une décision, mais on a besoin de baser cette décision-là sur quelque chose d'objectif, pas de subjectif. Voilà, donc, d'où cette étude. Donc, on va continuer encore ici. Donc, pour tout type de projet de prise de décision basé sur les données, qu'est-ce que l'on doit savoir et pourquoi? Voilà, donc, il y a plein de choses à savoir, c'est la raison et ou le but du projet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est quoi la raison du projet? Quel quoi le but? Par exemple, si en tant qu'entreprise, vous dites, bon, ici, par exemple, on remarque dans notre entreprise qu'il y a, dans le mois de janvier, par exemple, on voit que le revenu en baisse, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, on vient savoir plus. Ça peut être la raison ou le but d'un tel projet. Ensuite, on peut, voilà, on doit savoir comment et quand les résultats seront-ils utilisés. Donc, c'est une chose importante à savoir. Une chose importante à savoir, comment et quand les résultats sont-ils utilisés. Et une chose aussi qui lui marquer une pause pour dire, en fait, c'est que voilà, je pense que c'est c'est très important d'être littéraire, en griffe, genre, c'est d'être familier avec les analyses de données. On n'a pas besoin forcément, on ne dit pas que vous devez être forcément un data scientist. Voilà, si vous êtes peut-être expert dans votre domaine, mais avoir une certaine maîtrise de l'analyse de données, en fait, est très importante et cela fera de vous un asset. Il y a, je ne sais pas si j'ai une diapo qui parle de ça ou pas, mais l'un des groupes d'emploi les plus utilisés au monde, Glassdoor, qui est utilisé aux États-Unis, a prouvé que l'une des compétences indispensables pour que quelqu'un soit embauché en entreprise, c'est la capacité d'analyser des données. Voilà, et quand on parle d'analyser des données, je pense qu'on va rentrer un peu dans les détails des types de données et tout.
voilà, pour dire en fait que voilà, ce workshop est important et que ce soit applicable à votre recherche maintenant ou qui peut être applicable plus tard, que ce soit vous êtes dans le milieu professorat ou en entreprise, voilà, cela vous sera utile. Donc, comment et quand les résultats seront-ils utilisés? C'est une autre chose que vous devez savoir. Ensuite, les données et la collecte de données. Quels sont les types de données et voilà, quels sont la, quel est le timeline aussi en ce qui concerne la collection de données. Puis vous devez aussi savoir qui sont les parties prenantes. Parce que vous allez voir que savoir les parties prenantes va guider un peu en fait la manière dont vous allez voilà, présenter les résultats. Comme on dit, vers la fin de ce workshop, nous allons vous présenter un projet qui aura d'ici à traiter en fait pour une entreprise. Voilà, et ça va vous donner un peu des idées, des pistes en fait. Et comme on a dit, il y a des informations également qui peuvent être utilisées dans vos recherches. Mais ici, on est plus focalisé sur l'analyse des données pour la prise de décision. OK, donc comment est-ce qu'on prend les décisions en général? Donc ici, avant même de repartir sur l'analyse des données pour la prise de décision, de façon en général, en fait, comment est-ce qu'on prend les décisions? Par exemple, quand vous réveillez le matin, comment est-ce que vous décidez quel habit porter, en fait, quel chaussures porter? Comment vous décidez? Bon, souvent, il n'y a pas de choix si peut-être c'est une seule option qu'elle a, mais supposons qu'il y a des options, par exemple, comment est-ce qu'on prend les décisions en général? Donc, dans quelle mesure ont-ils ou non tendance à utiliser des données pour appuyer sur leurs décisions? Dans quelle mesure chacun de nous ici utilise des données ou pas pour appuyer les décisions qu'on prend? Donc, il faut savoir ici déjà, voilà, mais avant de revenir ici, on va repartir ici de façon générale. Donc, ici, voici le modèle de traitement de l'information de façon générale. Voilà, ça, c'est pas forcément, ça n'a pas à voir à la statistique ou à la recherche. Et généralement, quand les informations entrent dans notre organisme, dans notre cerveau, voilà, donc ça va dans la mémoire sensorielle. Et quand ça va dans la mémoire sensorielle, il y a une partie de l'information qu'on va oublier, en fait, n'est-ce pas? Il y a une partie qui va poursuivre son cours et ça va aller ce qu'on appelle la mémoire de travail, n'est-ce pas? Et quand ça va dans la mémoire de travail, l'information va être répétée en fait, n'est-ce pas? On peut répéter l'information. Quand on répète, même après cette répétition, certaines informations seront oubliées encore et d'autres informations seront codées en fait et vont aller dans la mémoire à long terme. Et quand ça va dans la mémoire à long terme, on peut faire une récupération pour mettre dans la mémoire de travail. C'est qu'on aura besoin de quelque chose, d'apprendre ça sur le champ, par exemple. On va se rappeler, on va puiser l'information dont on a besoin de la mémoire à long terme et ça va devenir maintenant de la mémoire de travail. On va travailler avec ça en gris pour ne pas me répéter assez. Donc, c'est comme ça que notre cerveau marche en fait. Donc, maintenant, ici, avec l'analyse des décisions, et ici, voici le schéma ou le modèle décisionnel fondé sur des données probantes. Ici, on suppose la rationalité dans le procédé décisionnel. Donc, on se dit que ça doit être rationnel, n'est-ce pas? Donc, c'est basé sur les données, comme on le dit. On parle de connaissances des capacités cognitives appropriées pour évaluer les données probantes. Donc, on pense qu'il faut une connaissance et capacité appropriée. Je pense qu'on va en venir là-bas tout à l'heure. C'est la partie qui sera peut-être utile, même si vous êtes en recherche. Si vous pouvez vous dire, bon, ce qu'on parle actuellement ne m'intéresse pas, mais cela va vous intéresser d'un moment à l'autre. Et on suppose également que les décisions sont basées sur l'utilité maximale. Voilà. Donc, quand on parle de l'analyse des données pour la prise de décision, on suppose que les décisions qu'on va prendre sont basées sur l'utilité maximale. Les décisions de groupe sont aussi supérieures aux décisions individuelles, dans la mesure où, voilà, si voilà, plusieurs personnes arrivent au même consensus en se basant sur les données, on va favoriser ça plus que sur les décisions individuelles. Voilà, donc le modèle de prise de décision basé sur les données comprend quatre composantes majeures. Donc, on a le focus, la première composante. Ici, c'est la mesure dans laquelle les données sont axées sur les objectifs des décideurs. C'est la même voir dans la mesure dans laquelle les données sont axées sur les objectifs. Donc, si on veut savoir que nos données ne sont pas axées sur A, en fait, voilà, il n'y a pas d'alignement et tout. Et on voilà, ça peut être réduit par un excès de données ou une surcharge de données également. Donc, voilà pourquoi c'est important d'être focus en fait. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est la valeur. Sinon, les valeurs sont quelle valeur perçue et quelle est l'utilité des données. Donc, c'est une chose également à prendre en considération et c'est la littératie des données. La littératie des données, on dit par exemple ici, dans quelle mesure les décideurs comprennent-ils les données? Comme je disais, il disait les parties prenantes en fonction de leur profil, en fait, la manière dont on va interpréter les résultats va varier. Ensuite aussi, on parle de quantité de formation en méthode et en méthode de recherche statistique. Donc, c'est-à-dire celui-même qui mène l'étude, en fait, à quelle est sa connaissance en ce qui concerne les méthodes de recherche et les statistiques en lui-même. Parce que cela aussi va influencer, en fait,
la décision qui est basée sur les données. Et parce qu'un niveau faible d'alphabétisation peut conduire à rejeter ou à ignorer des données. Donc, si vous n'êtes pas familier avec, en ce qui concerne les analyses statistiques ou les méthodes de recherche, que vous voulez faire une analyse de données pour la prise de décision, vous pouvez, voilà, vous pouvez arriver à des conclusions ou à ignorer certaines données qui seront importantes. Et la disponibilité des données aussi importe. Voilà, donc comprendre non seulement si vous avez ou non des données, mais aussi la qualité et la présence d'informations. Voilà, c'est des informations qui sont qui envoient la confusion, en fait, cela peut influencer grandement la prise de décision basée sur les données. Donc, certains facteurs influents sur la prise de décision. Voilà, donc on a la disponibilité, comme on avait dit, la disponibilité des données, la représentativité des données, l'ajustement, etc. Donc, voilà, ce sont des facteurs qu'on peut qualifier de heuristiques, n'est-ce pas? Et on a l'état et la tolérance du risque. Voilà, et souvent aussi, la prise de décision, même après qu'on ait produit une recherche, ça va demander à quel degré, en fait, celui qui doit implémenter tolère les risques, en fait. Par exemple, si une étude, la conclusion, c'est que voilà, pour vraiment avoir ce profit que vous cherchez en tant qu'entreprise, vous devez alloquer 100% de vos entrées dans un tel département. C'est un risque. Voilà, donc ça va dépendre de la mesure dans laquelle ce que d'implémenter aussi tolère ce risque-là. Ensuite, il y a le biais. Voilà, c'est en ce qui concerne les croyances individuelles et tout, le framing, tout ça. N'est-ce pas? Après, il y a l'utilité, la valeur science des données et tout. Et on parle aussi des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts aussi peuvent influencer la prise de décision. Voilà, s'il y a des conflits d'intérêts, aussi, on peut ignorer des données ou des résultats. Donc, si on ignore des données ou même certains résultats, cela influence bien entendu la prise de décision. Et souvent, c'est lorsque les résultats sont mal communiqués. Voilà, au lieu de communiquer A, voilà, celui qui a fait l'analyse communique B en fait. Et on va voir que si ça va influencer la prise de décision, la complexité des données probablement, donc aussi complexe aussi. Dépendamment de la complexité des données, en fait, cela peut affecter la prise de décision. Donc, des autres obstacles à savoir, voilà, autre obstacle à l'utilisation des données pour la prise de décision, il y a l'accès limité aux données. Donc, si on n'a pas accès à certaines données, en fait, ou à la totalité des données, ce sera difficile, voilà, d'aboutir à une bonne décision. Ensuite, nous avons voilà, des données de mauvaise qualité. Voilà, si les données ne sont pas de bonne qualité en termes de pertinence, de fiabilité, de validité ou d'actualité, par exemple, voilà, ça serait un obstacle à la prise de décision. Si on veut faire une étude aujourd'hui pour voir voilà, quel est l'impact du système éducatif actuel quand on collecte des données, voilà, encore en 1960, par exemple, on va avoir des résultats, n'est-ce pas? Mais on aura même on va aboutir on va traiter nos données pour des informations, des connaissances. Les connaissances peuvent aboutir à une sagesse, mais lorsqu'on va agir, en fait, on va voir que c'est un déphasage avec le temps présent, l'actualité. Et aussi, il y a la distorsion des résultats ou abus de données. Voilà pourquoi l'expertise, en fait, de celui qui fait l'analyse ici, c'est important. Parce que si celui qui fait l'analyse n'est pas expert ou proche à un certain niveau de maîtrise, voilà, un certain niveau de maîtrise, on peut arriver à des résultats qui sont distortés ou des données qui sont abusées. Et il y a le manque d'adhésion des intervenants ou de l'organisation. Donc souvent, lorsque voilà, l'organisation n'est pas corporative, ne coopère pas, par exemple, cela peut voilà, être un obstacle sur la prise de décision. Manque d'adhésion des intervenants ou de l'organisation, comme on le disait. Et il y a les politiques et les agents cachés. Voilà, donc on sait qu'on est dans un monde aussi faillible, n'est-ce pas? Donc souvent, on peut prendre des ministères, des départements qui veulent vraiment aboutir à un prix de décision, mais souvent, il y a des résultats qu'ils veulent voir, n'est-ce pas? Donc, lorsque je fais l'analyse, je leur propose, voici les résultats, par exemple, on va voir qu'à à cause de leurs propres agendas cachés, n'est-ce pas? Voilà, ils ne vont pas prendre la décision comme il se doit. Donc, c'est là qu'on suit également un obstacle à l'utilisation des données pour la prise de décision. Dans ce qui parle de prise de décision, on parle également de projet. Donc, ici, on va brièvement parler un peu des éléments de la gestion de projet. Lorsque vous avez un projet qui rentre dans le cadre de l'analyse des données pour la prise de décision, voici certaines étapes ici ou certaines phases de gestion de projet. D'abord, il faut commencer par une initiation ou conception. Voilà, pour essayer de comprendre un peu, voilà, de façon
global, le projet, les raisons, le but, etc. Et ensuite, il faut passer par une définition, une conception. Et après, par exemple, quelqu'un va dire, bon, on veut voir en fait aussi, peu importe le but, en fait, après, faut définir en fait les thèmes. C'est-à-dire, quels sont ici les thèmes ou les variables, par exemple, prendre le soin de définir puis de les conceptualiser. Et après ça, on pourra aussi, on parle de conception aussi, on pense également au design, tout ça. Et après, il faut exécuter. Et quand on finit d'exécuter, voilà, il faut contrôler en fait et tout pour s'assurer que voilà, ce qu'on a fait est correct, n'est-ce pas? Et après, il faut la fermeture, voilà, pour lorsqu'on a bouclé. Donc, encore de façon plus détaillée, on peut voir certains composants du projet. Voilà, donc en premier, on va commencer avec les spécifications des objectifs. Voilà, comme on peut le voir en haut à droite. Et une fois qu'on a fini de spécifier, de vraiment définir les objectifs, que c'est clair, voilà, on va planifier, on va conceptualiser. C'est-à-dire, quel est, on va définir en fait comment est-ce qu'on veut voilà, répondre à ces objectifs-là. Donc, pour ce faire, il faut identifier des sources de données. Donc, on va identifier les sources de données, c'est-à-dire est-ce qu'on va collecter des données primaires ou est-ce qu'on va utiliser les données secondaires. Donc, il faut faire cela. Ensuite, il faut maintenant acquérir et il faut gérer les données. Voilà, une fois qu'on a identifié, il faut maintenant acquérir les données. Si c'est une collecte de données pour une enquête, par exemple, il faut collecter, voilà tout. Et après, il faut gérer les données. Et ensuite, il faut analyser les données. Et enfin, on produit un rapport. C'est le rapport, maintenant, on va parler des recommandations, on va parler des résultats des recommandations, etc., des rapports des livrables. Voilà, donc ce sont les composants des projets d'analyse de décision d'analyse de données pour la prise de décision. Mais en dehors de tout ça, il faut oublier l'assurance qualité. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut s'assurer en fait que les conclusions, les recommandations qui sont émises en fait ne sont pas des interpolations. Voilà, ce sont des interprétations directes qui suivent les analyses, n'est-ce pas? Parce que souvent, certaines personnes ont tendance d'interpoler les résultats, c'est-à-dire on essaie de conclure au-delà de ce qu'on doit conclure. Voilà, donc, brièvement, si on va parler un peu des sources et types de données, voilà, voilà. Comme je disais, c'est vrai que ici, par exemple, c'est quelque chose à savoir. Ça s'applique également à la recherche comme dans l'analyse des données pour la prise de décision. Quelles sont les différentes sources et types de données? Donc, une chose à savoir, c'est quels facteurs est-ce qu'on doit prendre en compte voilà, lors de la phase de planification, lorsqu'on identifie les données dont on a besoin. Donc, ici, des facteurs déjà, avant d'arriver sur les types et sources de données, des facteurs à prendre en considération, ce sont les objectifs du projet et les questions d'orientation, comme on a dit. Ensuite, comment les résultats seront utilisés par qui? On prend cela en compte, c'est très important. Et après, la faisabilité, les contraintes et les obstacles. Donc, des méthodes sélectionnées pour classer les données. Donc, ici, déjà, on peut voir des types de données en même temps dans ce qui sera présenté. On a des données qualitatives ou quantitatives, n'est-ce pas? Les données qualitatives sont des données peut-être ce sont des données, voilà, qui servent de classifier certains individus. Quand on veut prendre, par exemple, le groupe d'âge. Le groupe d'âge sera une donnée qualitative. Tandis que l'âge lui-même est une donnée quantitative. Mais le groupe d'âge, on veut voir peut-être, on se dit, bon, ici, l'âge individuel n'a pas d'importance, mais on parle de groupe d'âge, c'est-à-dire les enfants de 0 à 10 ans, de 10 à 19 ans, etc. Donc, c'est une telle variable, groupe d'âge sera qualitative. Donc, en termes de données aussi, on parle de données primaires. Les données primaires sont les données qu'on collecte directement. Et les données secondaires sont des données voilà, qui ont été déjà collectées qu'on utilise. Donc, ici, vous allez voir dans le tableau de gauche et de droite, c'est un type de données puis son opposé ou voilà, on peut dire son opposé. Par exemple, données primaires, données secondaires. On a les données transversales et les données longitudinales. Les données transversales, c'est une donnée qu'on collecte à un seul temps, mais on peut le faire sur différents individus, en fait. Ce sont les données transversales ou en anglais, on dit cross-sectional. Donc, c'est un temps donné, mais on collecte ça sur différents individus ou différentes entités, différents sujets, et différentes unités, etc. Mais les données longitudinales sont des données sur le même sujet ou la même entité sur plusieurs temps, peut-être au temps 1, au temps 2, au temps 3, etc. Donc, on a les données spatiales et les données non spatiales. Voilà, ce sont des données qui parlent un peu de l'espace, qui sont liées à une localisation géographique, etc. Maintenant, on a les données au niveau individuel et les données au niveau de groupe. Par exemple, si on veut faire une étude, par exemple, pour voir un peu la performance des élèves, on peut se focaliser sur les élèves du primaire de façon individuelle ou on peut se focaliser sur la performance
des écoles. On sait que les écoles n'ont pas de performance. Les performances des écoles, c'est la performance des individus qui sont dans l'école, n'est-ce pas? Donc, on peut faire une étude au niveau de l'école, où l'école, ce sera notre entité. Mais toujours est-il qu'on parle de la performance de l'école, mais en d'autres termes, c'est la performance des élèves, où on peut juste dire, faisons une étude où on parle de la performance des élèves, où on se focalise sur l'élève individu, l'individu élève, en fait. Donc, ce sera un niveau individuel. Maintenant, il y en a des données qui peuvent être objectives ou des données subjectives. Voilà. Les données objectives sont les données, par exemple, où on parle de l'âge, par exemple. Tout ça, c'est objectif. Mais quand on parle de données subjectives, on peut voir peut-être des données telles que, si on veut mesurer certaines variables cla- dites latentes, ce sont des variables qu'on n'observe pas directement, qu'il s'agit d'une intention, par exemple. Est-ce que la personne avait l'intention de poser telle ou telle action? Ce sont des données qui peuvent être subjectives. On a des données à petite échelle et des données à grande échelle. On a des données crues et des données qui sont des résumés ou des données travaillées ou traitées. Voilà. Donc, ce sont là également des différents types de données. Et si on va parler un peu des stratégies et des approches d'analyse des données pour la prise de décision. Une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on décide, comment décidons-nous quel type d'analyse de données utiliser. Donc, ce n'est pas un choix qui se fait par convenience, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je sais seulement, je sais faire le qui carré que c'est le qui carré que je dois forcément utiliser, n'est-ce pas? Donc, il y a une décision qui doit se prendre, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que là, cela se fait? La chose à savoir, c'est que les analystes, voilà, en d'autres termes, ceux qui analysent ces données-là, et voilà, sinon, les analyses, voilà, je vais dire les analyses, voilà, dépendront d'un certain nombre de facteurs. Donc, le premier facteur, ce sont les questions auxquelles on veut répondre, en fait. Donc, les questions auxquelles on veut répondre, le type de résultats ou comment les résultats sont utilisés, tout ça vont affecter un peu le type d'analyse qui sera faite, n'est-ce pas? Et à la nature des données qui sont disponibles. La nature des données va affecter également le type d'analyse qu'on doit faire. Il y a le calendrier du projet. Voilà, on sait qu'il n'y a pas une seule méthode. Souvent, il y a plus d'une méthode qui peut répondre à une question donnée. Mais dépendamment du temps que l'on a pour réaliser le projet, voilà, on va choisir la méthode en fonction, en fait, n'est-ce pas? Donc, il y a le calendrier du projet, il y a les compétences, voilà. Les compétences de celui qui fait les analyses. Mais les compétences de la personne aussi va déterminer grandement ou largement le type d'analyse de données. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a la connaissance des parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser les résultats qui seront basés sur ces données-là. OK, on continue ici. Donc, on peut se poser donc la question, quelles compétences sont nécessaires pour mener à bien un projet de prise de données un projet de prise de décision basé sur les données? Donc, ici, on va parler de compétences en termes des méthodes de recherche et des méthodes statistiques, n'est-ce pas? On sait qu'il y a différents types de méthodes de recherche. Il y a la méthode de recherche dite qualitative. Ici, on ne parle pas de données qualitatives, on parle de méthodes de recherche qualitative. Ce sont des méthodes qui, voilà, sont un peu plus subjectives, n'est-ce pas? Supposons que on veut comprendre en fait la perception des planteurs sur le prix. On veut comprendre la perception des planteurs du café, cacao, par exemple, sur le prix fixé du café cacao, n'est-ce pas? Donc, pour ce type de données, en fait, on aura besoin de faire peut-être des entretiens, des entrevues, n'est-ce pas? Et ou des groupes de discussion focalisés et tout. Donc, on va voir que, voilà, pour un tel projet, on va faire recours à la méthode de recherche qualitative. N'est-ce pas? Mais certains autres projets, en fait, où on peut collecter les données de façon objective, on va utiliser une méthode de recherche quantitative. Donc, c'est la connaissance de celui qui fait les analyses en ce qui concerne les méthodes de recherche, les méthodes statistiques maintenant. Tout ça là, influence en fait. Ce sont des compétences à acquérir. Ici, j'aimerais juste marquer une pause pour dire que AMDC Lab, une de ce qu'on fait également, c'est de former voilà, des personnes, que ce soit des étudiants, des docteurs, des enseignants-chercheurs ou des personnes qui sont en organisation, on forme des personnes à vraiment être de plus en plus proficients aux méthodes de recherche et aux méthodes statistiques. Voilà, parce que ce sont des outils qui sont utiles, que sont en recherche ou voilà, dans l'analyse en elle-même ou l'analyse de décision pour la prise de données. Donc, si voilà, vous voulez renforcer vos capacités en termes voilà, de méthodes statistiques ou de méthodologie de recherche, voilà, n'hésitez pas à nous écrire à consulting@amdclab.org et notre équipe d'experts sera
voilà, ravi de vous accompagner pour voilà, ce renforcement de capacité. Donc, une chose aussi à savoir, c'est que c'est pas parce qu'on possède aussi des compétences solides en recherche et en statistique qu'on est nécessairement doué pour gérer ou pour diriger un projet de prise de décision basé sur les données. Voilà, voilà. D'où l'importance de ces formations, en fait. C'est-à-dire, on doit pousser le pied un peu plus loin, n'est-ce pas? Donc, d'une part, on a des compétences en recherche, on sait les différentes méthodes de recherche. Quand on parle de recherche qualitative, quantitative, même dans les recherches quantitatives, on est familier aux différents types de recherches quantitatives et tout. On est aussi familier à plusieurs méthodes statistiques, MANOVA, ANOVA, la modélisation fréquence structurelle, etc. Mais cela ne fait pas de nous vraiment aptes à conduire ou même à faire un projet de prise de décision basé sur les données. Voilà, donc, c'est important également d'être outillé aussi de façon spécifique dans l'analyse des données pour la prise de décision. Voilà, donc, Andy Lab également, c'est non seulement on peut, si vous êtes, vous avez des projets, vous êtes une entreprise, une organisation, on peut non seulement vous aider à prendre des décisions basées sur des données, mais on peut également former vos personnels également ou vous-même, voilà, à devenir expert dans la prise de décision basée sur des données. Aussi, ce que je dis là, c'est que bonne analyse de données, voilà, celui qui analyse les données, bonne analyse des données fournit ce que le client veut et anticipe ce qu'il pourrait vouloir savoir d'autre. Voilà, ça est souvent, certaines personnes approchent, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent, mais souvent, ce n'est pas complet en fait. Donc, voilà, donc une bonne analyse également va au-delà de ce que le client veut, mais il aussi anticipe en fait ce qu'il pourrait vouloir savoir d'autre. Et en cela également, tel est ce qu'on fait. On va vous présenter un projet qu'on a fait et comment est-ce qu'on est allé au-delà, non seulement pour satisfaire le client ce qu'il voulait, mais comment est-ce qu'on a anticipé ce que le client pourrait vouloir savoir d'autre. Voilà, donc lors du choix de l'approche analytique, vous devez également tenir compte des compétences potentielles des résultats inexacts, trompeurs ou incorrects. Souvent, voilà, en fait, souvent des études n'ont pas de conséquences majeures, n'est-ce pas? Si vous faites une étude, par exemple, vous voulez voir l'efficacité d'un traitement pour une maladie grave. Et donc, si vous arrivez à des conclusions qui ne sont pas correctes ou des résultats qui sont inexacts ou trompeurs ou incorrects, cela peut se faire à dessein ou cela peut se faire mais avec une bonne intention. Voilà, souvent, c'est pas tous les faux résultats ou les résultats inexacts qui se font à dessein. Donc, souvent, d'avoir bonne intention, voilà, d'avoir bonne volonté, vous pouvez arriver à des résultats qui sont inexacts, trompeurs ou incorrects. Donc, il y a des aspects, en fait, voilà, il y a certains aspects qui conduisent à des résultats inexacts. Donc, si on veut savoir maintenant quels sont les aspects d'une analyse qui peuvent conduire à des résultats inexacts, trompeurs et ou incorrects. Donc, ici, on va voir quelques facteurs. Si la liste n'est pas complète, n'est-ce pas? C'est juste des exemples. Les décisions analytiques produisant des résultats potentiellement inexacts ou trompeurs. Souvent, on a des omissions de tenir compte de façon appropriée des violations d'hypothèses statistiques. Souvent, on fait des études, par exemple, que ce soit dans votre thèse ou même dans l'analyse des données pour la prise de décision, vous menez des études. Vous dites, bon, dans mon étude, pour répondre à cette question, je vais faire l'analyse de variance, l'ANOVA. Mais est-ce que vous avez pris le soin de vérifier les hypothèses statistiques qui sont associées à l'ANOVA? Si l'ANOVA demande qu'il faut des données qui ont une distribution normale et que pour vos données, en fait, il y a beaucoup de valeurs aberrantes, vous allez faire l'analyse, vous allez avoir vos résultats, mais par manque de, peut-être ou par omission ou par manque d'expertise, je voulais dire, voilà, vous allez juste produire des résultats qui sont inexacts. Voilà, c'est-à-dire, les résultats que vous avez trouvés ont été trouvés parce que vous avez violé certaines hypothèses statistiques liées à la NOVA. Ou par exemple, vous faites des études vous avez des données qui sont corrélées, c'est-à-dire vos données ne sont pas indépendantes. Et au lieu de faire une étude, peut-être une modélisation multiniveau, vous décidez de faire un modèle de régression linéaire. Vous allez aboutir à des résultats, mais parce que vous avez violé une hypothèse statistique liée à la régression très importante, qui est l'indépendance des observations, voilà, vous allez avoir des résultats qui sont inexacts ou trompeurs. Ensuite, il y a l'omission. Souvent, l'on nous met de tenir compte des variables potentiellement étrangères lors de l'examen des différences entre les groupes et des relations entre les variables. Souvent, des variables qui sont, voilà, des variables qui peut-être sont omises, n'est-ce pas, qui peuvent vraiment permettre de voir une certaine relation. Voilà, on omet d'ajouter certaines variables. Ensuite, on peut souvent omettre de tenir compte des plans d'échantillonnage complexes.
voilà, comme il y a dit, il y a souvent des échantillons, des analyses qui sont stratifiées. Si on veut voir, par exemple, on veut voir l'impact, par exemple, d'une certaine intervention sur le rendement des élèves. Il faut savoir que l'échantillon ici, ça sera complexe. Quand on prend Abidjan seulement, il y a plusieurs lycées. Il y a des lycées dits d'excellence, il y a des lycées voilà, qui ne sont pas dits d'excellence pour ne pas donner un qualificatif. Voilà, donc, il faut tenir compte de toutes ces complexités. En fait, est-ce qu'on va sélectionner seulement des étudiants des lycées d'excellence ou est-ce qu'on va sélectionner des étudiants seulement des lycées privés, n'est-ce pas, ou des lycées publics? Donc, c'est un échantillonnage qui sera complexe, en fait. Donc, on va peut-être procéder par stratification. C'est-à-dire, on va sélectionner un certain nombre dans chaque type d'établissement. Établissement dit d'excellence, établissement dit non d'excellence, établissement privé, établissement public, etc. N'est-ce pas? Donc, ce sont des échelonnages qui sont complexes, en fait. Donc, souvent, on met le tenir compte de ça. On s'est dit, bon, on a sélectionné juste un échantillon à Abidjan. Mais et si notre échantillon contient seulement ceux des lycées d'excellence, on va arriver à une conclusion, mais cette conclusion sera trompeuse si on veut appliquer cela à des lycées dits non d'excellence. Et après aussi, il y a l'application des traitements inappropriés des données manquantes. Voilà, donc c'est un sujet très important. Voilà, pour parler des données manquantes, c'est que ce soit dans vos thèses ou même dans l'analyse des données pour la prise de décision, les données manquantes sont très, très importantes. Et Amnesty Lab est en train de mettre sur pied dans les jours qui suivent une formation sur le traitement des données manquantes. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on vit dans un monde où souvent, ça sera difficile, c'est de plus en plus difficile d'avoir des données complètes. C'est vrai qu'il y a un accès. Sinon, il y a assez de données, on parle de big data, mais souvent, dans la plupart de ces données, il y a beaucoup de données manquantes, en fait. Voilà, donc, est-ce qu'on va forcément vouloir supprimer toutes les données manquantes? Et souvent, si ces données manquantes sont à 90% de notre base de données totale, est-ce qu'on va supprimer les 90%? Donc, voilà, donc c'est dans cette optique que AmSlab mettra sur pied une formation spécialement pour le traitement des données manquantes. Voilà, et cela peut être utile dans vos recherches et dans l'analyse des données pour la prise de décision. Donc, quelle est la première ou la toute première étape de toute analyse quantitative? Voilà, ou analyse des données pour la prise de décision et pourquoi? Donc, ici, voilà, pour répondre brièvement, rapidement, la première étape, c'est l'analyse voilà, exploratoire. Voilà, vous devez toujours commencer par une analyse exploratoire. L'analyse exploratoire vous permettra de voir en fait, voilà, est-ce qu'il y a des tendances qui sont peut-être évidentes dans vos données. Vous pouvez commencer peut-être, dépendamment de l'étude, hein, l'analyse factorielle exploratoire ou l'analyse en composant principal, va vous permettre de voir un peu s'il y a des différents voilà, facteurs ou composants principaux qu'on peut extraire. Est-ce qu'on peut simplifier les données? Est-ce qu'on peut réduire les données, les dimensions et tout? L'analyse par graphe également nous donne voilà, un peu la tendance des données, l'analyse de classes latentes ou de profils latents. Pour une chose que vous avez remarqué, Arnis, la présidente, fait une formation. Voilà, ce sont des méthodes qu'on est en train de couvrir dans ces formations-là. Voilà, ceux qui se sont inscrits, voilà, ils pensent que voilà, les semaines qui arrivent, on va aborder l'analyse par graphe et dans le futur, l'analyse de classes latentes, etc. Donc, on a joué bon également d'outils, pourquoi pas les doctorants, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, tout ça dans ces domaines-là. Et donc, si vous êtes intéressé à savoir plus, que vous n'avez pas pris part à cette formation, n'hésitez pas à nous écrire également. Voilà notre adresse email. Et aussi, pour finir, la visualisation. C'est toujours important de commencer par de tels types d'analyse exploratoire afin d'avoir une tendance, un aperçu des données. Cela va, avant même d'aller dans les objectifs clés même, dans les analyses clés en fait, dont vous voulez utiliser pour répondre aux objectifs de votre projet. Alors, donc, nous allons ici voilà, prendre une pause pour prendre des questions et des réponses avant de vous présenter un projet et vous présenter un peu l'idée de ce qui va suivre, en fait, c'est de vous présenter un peu comment est-ce que vous pouvez procéder, en fait, voilà. Et cela peut être applicable à que ce soit votre thèse ou bien un projet, voilà, que vous êtes sollicité de conduire, que ce soit dans le cadre de votre thèse, pour une entreprise, etc. Donc, d'ici là, on va prendre juste des questions sur, voilà, ce qui a été dit. S'il y a des questions, des choses qui n'ont pas été claires, voilà, nous prenons des questions maintenant. Nous avons M. Danyoko Mamadou. Voilà, allez-y. Et votre micro n'est pas activé, donc peut-être vous pouvez activer votre micro et poser. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Ok, merci bien. Euh,
Mon frère, c'est à Daniel Eddy. Exactement, oui. Oui, oui, merci bien. Je suis un doctorant Mhm, et vraiment, lorsque j'ai vu votre présentation, mhm, ça m'a beaucoup édifié parce que ça m'intéresse beaucoup. mhm. Voilà. Bon, ce que je voudrais poser comme question, euh, allô, Oui, alors, vous j'écoute. m'entendez? Oui, Voilà. oui. C'est-à-dire que moi, je dois effectivement travailler sur l'analyse des données, Mhm, mais mes données seront collectées des suites d'une enquête alimentaire. Est-ce exactement. que, voilà, tout ce que vous avez dit là rentre un peu dans mon cadre? C'est ce que je voulais savoir d'abord. Parce que Exactement. l'enquête alimentaire, voilà, ça dit, c'est un questionnaire que je dois faire Mhm, et puis exactement. aller croiser un certain nombre de populations pour leur poser des questions sur l'enquête alimentaire et en même temps faire d'autres analyses chimiques après pour confronter les deux. Donc, je Exactement. voulais Donc, savoir, est-ce que, voilà, votre formation rentre un peu dans mon cadre? exactement, ça rentre dans le cadre. Pourquoi? Parce que vous Mhm. aviez dit comme ça que vous voulez faire une enquête. Voilà, qu'est-ce que va Oui, vous, quelles sont les questions que vous allez mettre dans votre enquête, n'est-ce pas? Ça va dépendre des objectifs que vous voulez atteindre oui, avec votre étude, n'est-ce pas? Donc, vous allez déjà commencer par définir oui, votre étude de façon claire. Par exemple, si vous voulez voir en fait, comme vous avez parlé des choses alimentaires et tout, vous voulez voir en fait oui, peut-être combien de cultures alimentaires. Je veux dire quoi? Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez savoir, n'est-ce pas? oui, oui, Qu'est-ce que vous voulez voilà, tirer en fait à la fin de l'étude? Donc, oui, cela oui, va guider en fait les questions qui seront dans votre des questions. enquête, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est Et ça, après c'est ça. ça, des questions qui sont dans votre enquête, vous allez identifier des données, des variables, et des Oui, variables, oui, vous pourrez les classifier. c'est ça. Lesquelles de ces variables sont qualitatives, quantitatives, etc., n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des variables manquantes? Est-ce que vous avez eu des personnes qui ont commencé à remplir votre enquête, qui n'ont pas rempli des enquêtes, n'est-ce pas? Ben, après tout ça, maintenant, vous avez ces informations. Maintenant, en fonction du but des objectifs de l'étude que vous avez déjà déterminé au préalable, vous allez maintenant Oui, voir, si je veux voir, par exemple, quelle est la relation entre ce type d'aliment et une telle autre variable, par exemple, cela va dicter en même temps l'analyse, la méthode qui est appropriée, en fait, pour votre étude. L'analyse statistique, je veux dire. Maintenant, oui, sachant que chaque analyse statistique vient avec des hypothèses statistiques, vous allez c'est après vous ça. assurer, est-ce qu'on remplit les conditions? Est-ce qu'on a déjà même la taille d'échantillon appropriée pour notre étude? Donc, c'est toutes ces choses-là que vous allez, et il y a mentionné la taille d'échantillon, mais c'est quelque chose également que vous devez faire dès maintenant, avant même Voilà, j'allais vous d'envoyer poser c'était ma vos deuxième question. questionnaires. Yeah. Oui, oui. C'était là ma deuxième question même, parce que c'est un ensemble de populations. Exactement. Comment choisir la taille pour aller faire cette enquête-là? Parce qu'on ne va pas interroger tout le monde. Exactement. Mais Donc, comment choisir la taille? C'est pareil, c'est dans une ville et puis quelques villages à côté. Comment choisir la taille? Bon, j'ai vu une de vos vidéos, mais mhm. bon, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, mais je voulais vous poser la question quand même s'il y a la possibilité d'avoir de plus amples informations. Exactement. Yeah. Je pense que Hmm. je crois que vous avez envoyé un email. On va prendre le soin de vous répondre D'accord, largement là-bas. c'est Mais ça. une chose à savoir déjà, c'est que voilà, vous Oui, avez oui, le but de votre étude. Et oui, du but oui. de l'étude, en fait, voilà, on va déterminer la méthode statistique appropriée, en fait. En fonction du but de l'étude, vous allez définir des questions de recherche. Et les questions de recherche vont aboutir à l'analyse, à des méthodes statistiques que vous pourrez C'est utiliser pour répondre. Et c'est clair. maintenant que vous saviez maintenant ces méthodes statistiques, vous allez utiliser ça maintenant pour déterminer la taille de l'échantillon. Par exemple, si en fin de compte, vous décidez que, si en fin de compte, pas vous décidez, quand vous décidez, c'est pas un choix que vous allez faire C'est ça. en fonction de comment vous vous sentez, mais Mhm, si il s'avère que l'analyse qui est appropriée pour votre étude, c'est, disons, la modélisation précaution structurelle. Voilà, donc vous allez savoir que, OK, voici les différentes conditions. En termes d'état d'échantillon, vu que j'ai 4 variables latentes, j'ai 12 variables observées, par exemple, il va me falloir mhm, peut-être 300 sujets. La taille d'échantillon est de 300 afin de pouvoir capturer une différence s'il existe, par exemple. Donc, c'est ça qui va guider, en fait. Donc, nous allons prendre le soin de répondre à votre email et puis, voilà, d'accord. programmer, voilà, un temps de consultation. Je vais dire aussi, AMDC Oui, Lab, oui, on offre 30 minutes de consultation gratuite. C'est-à-dire, tous ceux qui, oui, oui, peut-être, ont des projets, veulent savoir. Nous avons c'est ça. 30 minutes de consultation gratuite, voilà, pour vous D'accord. aider. Maintenant, au-delà de ces 30 minutes de consultation gratuite, nous avons des consultations payantes qu'on va Mhm, après les 30 minutes, voilà, on va oui, oui, s'accorder sur les modalités puis continuer yeah, s'il y a lieu d'aide oui, oui. supplémentaire. Yeah. D'accord. Vraiment, c'est très bien dit. C'est ma question. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ces prises de décision-là? Voilà. Exactement. Yes. Voilà. C'est notre souhait parce que moi, je dois aller faire mes enquêtes. Je veux aller sur une bonne base, pas aller pour revenir. En temps, j'ai déjà échangé avec vous. J'ai tous mes données. Je sais comment il faut faire et puis je m'en vais. Voilà. Exactement. Yeah. Et c'est quelque D'accord. chose qu'on fait également. Yeah. OK. Donc, c'est vraiment ça qui va m'intéresser.
Donc, mais est-ce que vous avez un lieu où on peut vous croiser ou bien c'est forcément par mail qu'on doit échanger? Actuellement, les rencontres, on fait via Zoom. Voilà, on sait que Via Zoom. Bon, les gens sont dans différentes villes et tout, donc pour simplifier pour tout le monde, pour oui. ne pas limiter aussi l'impact qu'on peut avoir sur voilà, ceux Mhm. qui ont besoin de formation et tout, donc on opère en ligne pour l'instant. Pour l'instant. Oui, Bon, d'accord. D'accord. Nous qui sommes à Abidjan, on verra si un jour on peut se rencontrer. D'accord. exactement. Yeah. D'accord. Merci bien, c'est bien compris. Il n'y Donc, a quand pas vous de allez souci. répondre à mon mail, et puis je vais voir comment on va activer la suite. OK, pas de Merci beaucoup. souci. Mhm. Merci. Monsieur Quadio Hervé Kofi a une question. Euh, Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, moi, ma question, ça se situe au niveau. Bon, vous avez dit dans l'exposé Mhm. que les données doivent être analysées, mais la question que je me pose, c'est après, comment on appelle, l'exécution qu'on doit faire l'analyse ou bien c'est avant l'exécution qu'on doit faire ce type d'analyse. En fait, Oh, si mhm. j'ai un projet quelconque, j'ai OK. pas encore mis en place le projet, mais est-ce que je dois faire mon analyse d'abord Non, de non. quoi, voilà, avant de Non, faire le projet ou le projet non. doit être mis en place d'abord? OK, donc c'est le projet en fait qui est mis en place en fait. Donc vous commencez par l'objectif, ensuite après l'objectif, comme la question de l'autre tout à l'heure, voilà, vous collectez vos données, etc. C'est tout ça là en fait qui est l'analyse des décisions par genre le moment que vous allez commencer à analyser vos données en fait. Mais le projet, vous l'exécutez d'abord. Vous commencez le projet, vous connaissez l'objectif, vous collectez les données. Parce que sans données, en fait, vous ne pouvez pas faire l'analyse. N'est-ce pas d'analyse des Ah, données. Donc vous avez l'objectif, voilà, de l'objectif, ah, ah. vous collectez les données. Mais avant même de collecter les données, en fait, en fonction de l'objectif, déjà, vous connaissez les questions de recherche auxquelles vous voulez répondre. Et vous Oui, partez collecter les données. Et une fois que vous avez les données, vous savez déjà l'analyse qui est appropriée parce que vous avez déjà des questions de recherche. Et tout. c'est Donc, ça. donc on exécute le projet d'abord avant de faire l'analyse. Ah, d'accord, d'accord. Mhm. Ok. C'était un peu la partie qui était un peu floue, voilà. OK, Donc, yeah, merci pas de beaucoup. souci. Merci. Yeah. Donc, ici, on va vous présenter, s'il n'y a plus de questions, un exemple de projet que AMDC Lab a traité, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, l'année passée, il y a